vais dire qu'on va attendre encore un mois. Eh oui. Dans un mois, on pourra se réénerver. Dans un mois, on pourra recritiquer. Dans un mois. Bon, il y a la Ligue des Champions entre-temps. Avec le PSG, j'aurai de quoi faire, je pense. Ouais, salam le monde, c'est Hakim Babossi. J'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour. Les gars, pour faire un petit bilan de ce rassemblement concernant les Lions d'Atlas, donc le Maroc, après ces 2 matchs, 2 victoires. Les amis, contre le Gabon et contre le Lesotho, ces 2 matchs qui sont disputés au Maroc, au stade d'Agadir, comptant pour la CAN 2025. Je le rappelle encore une fois, oui, la CAN 2025 se joue au Maroc. Nous jouons les éliminatoires, nous comptons pour du beurre, mais voilà, c'est des matchs quand même importants puisque pour nous, c'est synonyme de préparation pour cette Coupe d'Afrique. En plus, on a la chance de jouer tous les matchs au Maroc. Voilà, les gars, c'est pour moi et logique la meilleure des préparations possibles. Tu joues à domicile, tous les matchs de ces éliminatoires, tu joues à domicile parce que tu as une CAN qui va se jouer chez toi. Donc déjà, pour moi, tu es dans les meilleures conditions possibles. Après, les gars, voilà, est-ce qu'il y a eu des belles choses? Est-ce qu'il y a eu... Depuis le délire, évidemment, Congo... Nous, on s'était arrêté avec le Congo, on avait gagné 6-0. Bon, entre-temps, il y a eu la petite parenthèse des Jeux Olympiques, on avait kiffé. Mais pour l'équipe A, on s'était arrêté avec cette victoire face au Congo 6-0. On était reparti dans les délires de waouh, c'est. Alors qu'à l'époque, on avait quand même prévenu les gars que le Congo-Brazzaville, évidemment pas la RDC, hein, à ne pas confondre, sont vraiment en pleine crise. Et surtout, on parle d'un pays où les joueurs ne s'entraînent même plus. Ils sont en guerre avec leur fédération et tout. Donc c'est vrai qu'on s'était un peu emballé, même si on n'avait rien à reprocher évidemment aux Marocains, parce qu'ils avaient fait leur match, et on avait senti surtout des joueurs qui étaient à leur place et qui étaient bien en confiance. Après, quelques semaines, quelques mois se sont écoulés, les amis, et on a ces 2 matchs, donc face au Gabon et face au Lesotho. Avant de citer les tops, les flops et tout, je vais dire un peu de manière globale sur ces 2 rencontres, revenir sur ces 2 rencontres. Les amis, contre le Gabon, voilà, il y a eu énormément de buts. On a eu de grosses lacunes défensives. On a laissé énormément d'espace. On essayait un peu le style foot total. J'ai senti que Regragui avait tenté ce délire du foot total avec évidemment beaucoup de balles vers l'avant et surtout beaucoup d'accompagnement sur les transitions offensives, et ce qui malheureusement permettait aux Gabonais de contrer et voilà, de permettre à Aubameyang ou j'ai plus le nom, mais celui qui joue à Los Angeles FC aussi, qui nous a fait beaucoup de mal, là, le Gabonais qui était sur le côté gauche, même si Mazraoui, je trouve, l'a très bien contré, on en reparlera. Mais ouais, franchement, ce côté football total, voilà, il fallait le mettre en place, il fallait tenter et tout, mais est-ce que ça n'a pas été une erreur au final de mettre ce côté football total dans ce match et pas contre le Lesotho? On en reparlera aussi. Mais du coup, cette rencontre, bah voilà, ça a offert un peu plus de spectacle parce que, voilà, comme j'ai dit, ça a laissé énormément d'espace. On a eu des pénaltys dans tous les sens. Et défensivement parlant, on a senti aussi une défense très à la peine. Quand tu as un Abkar qui n'est pas très rapide et que tu joues avec un bloc haut, bah du coup, tu laisses des espaces et Abkar, il peut pas les récupérer, les espaces qui ont été laissés. Et Aguerd, qui n'est pas forcément aussi un défenseur si rapide, là, il n'est pas en grande forme. Donc du coup, c'est problématique pour lui de répéter les efforts. Donc c'est pour ça que défensivement, on était un peu à la peine. Et je le rappelle, avec un Hakimi côté gauche et un Mazraoui à droite, j'ai toujours pas compris ce truc-là encore aujourd'hui. Voilà, j'ai toujours pas compris. Mais bref. Donc voilà, c'est vrai que ce match-là, on le gagne 4-1, on se dit, ouah, score fleuve, entre guillemets, bénef, mais le score ne reflète pas du tout le match. C'était très moyen au final, surtout défensivement parlant. Il faut rappeler aussi le match énorme de Bounou, notamment en première mi-temps. Donc du coup, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt dans cette rencontre. Et derrière, on a une autre rencontre qui n'est pas du tout du même profil avec le Lesotho, où on sait qu'on va jouer contre un bloc bas, on sait qu'on va jouer évidemment énormément avec le ballon, qu'on va atteindre les 80% de possession, ça a été le cas, et qu'on va justement devoir patienter, devoir réaliser de plus en plus d'actions, essayer de trouver des solutions en attaque placée, bouger, dézoner, et c'est pas ce qu'on a eu du tout. Parce qu'en fait, on a eu surtout une équipe du Maroc qui attendait une faute
en fait tout simplement de la défense du Lesotho, que ce soit sur un penalty, que ce soit une boulette. Et on n'a pas eu de provocation, on n'a rien eu en fait. Et donc en fait ça a été du vide et j'ai même trouvé que Regragui sur cette rencontre-là, sur ce deuxième match, bah, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un délire plus défensif. Parce que oui, il y a eu des bonnes transitions défensives où quand on perdait la balle, il y a eu le contre-pressing, tu sais, le fameux contre-pressing des 3-4 secondes après une perte de balle, qui était très bien réalisé, notamment grâce à un Targaline, Richardson, même Ounahi qui essayait de faire le taf. Mais physiquement, c'était un peu compliqué pour lui, on l'a senti rien qu'à la fin de la première mi-temps. Et voilà, donc du coup, tu te dis peut-être qu'il a fait une erreur. Tu vois, le côté football total, il aurait peut-être dû le mettre plus sur cette rencontre. Mais bref, mais on va en reparler. Donc du coup, voilà, moi, mon analyse sur ces deux rencontres, c'est que je reste sur ma faim. Peu importe, voilà, ces deux matchs de victoire. Alors oui, ok, certains vont dire, voilà, on a les 3 points, tout ça. Les gars, moi, je ne vais pas vous mentir. Hein. Moi, je vais vous parler français. Les victoires, j'en ai rien à foutre, là. Parce que, je vous le rappelle, pour ça que j'aime bien le redire en intro, pour que ça rentre bien dans le crâne. Ce sont des matchs qui comptent pour le beurre. Hein, qui comptent pour le beurre, qui comptent pour du beurre, qui comptent pour tout ce que tu veux, du Nutella, tout ce que tu veux. Les gars, pour moi, j'en ai rien à foutre qu'on gagne 8-0, qu'on gagne 1-0, qu'on gagne... Moi, les gars, ce que je veux, c'est qu'on trouve une solution. La solution, c'est quoi? C'est qu'avec les joueurs qu'on a, c'est qu'on les fasse jouer. C'est-à-dire qu'on les fait jouer au football, on les fait jouer avec leur qualité. Et le problème, c'est que depuis que Regragui est là, hormis la Coupe du Monde 2022, voilà, qui était évidemment un miracle, bref, voilà, on va pas revenir là-dessus, j'en ai tellement parlé. Mais depuis ça, j'ai pas l'impression qu'on a un sélectionneur qui met les joueurs dans de bonnes dispositions. C'est-à-dire qu'il les met à 100% de leur qualité. Parce que comment tu peux passer? Je donne un exemple, juste un exemple et vous allez comprendre. Comment tu peux passer d'un Bilal El Khannous des Jeux Olympiques exceptionnels à un Bilal El Khannous pratiquement transparent contre le Gabon. Défensivement, il a fait le taf, hein, Bilal El Khannous, mais voilà, il a son volume de jeu où voilà, il va presser. Mais Bilal El Khannous, il n'a pas été sans plus, voilà, du côté du Maroc. Pourquoi? Elle est là la question. Pourquoi tu as des joueurs qui n'ont pas le même rendement quand ils sont avec Regragui que quand ils sont avec Sektiwi, par exemple? Pourquoi? Là aussi, il y a des questions à se poser, les gars. Je ne suis pas en train de dire oui, c'est Sektiwi qu'il faut mettre sélectionneur. Non, non, c'est juste, les gars, par rapport au point de vue, par rapport aux visions des différents entraîneurs. Et c'est là, les gars, le problème, c'est qu'il faut qu'on trouve une solution. Donc moi, oui, c'est bien beau de gagner, tout ça, on s'en fout. La solution, c'est de trouver, enfin justement, le vrai truc, c'est de trouver la solution qu'il faut, quel joueur doit jouer avec qui et comment. Et pour le moment, les gars, on n'a aucune réponse par rapport à ça. Parce que vous n'allez pas me dire qu'à la fin de ce rassemblement, vous avez eu des réponses claires et nettes. Alors oui, vous avez quelques réponses sur des joueurs qu'on ne doit plus prendre, ok, mais ça donne toujours pas de réponse sur le 11 type, comment l'animer et qui doit jouer avec qui. Elle est là la question. Parce que, les gars, pour reprendre l'exemple de Bilal El Khannous, certains vont me dire, ouais, mais il y a déjà Brahim, il y a déjà Ziyech, donc il y a comme des numéros 10. Bah donc du coup, Bilal El Khannous, il faut que tu t'en passes alors. Il faut que tu mettes quelqu'un d'autre. Ou alors, tu enlèves soit Ziyech ou Brahim. Mais à un moment donné, tu ne peux pas faire jouer tout le monde. Parce que la vie, c'est pas fut. Tu fais pas jouer tous les joueurs boost, tous les joueurs cheatés. Non, c'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Donc, Bilal El Khannous, c'était un exemple. C'est parce qu'il a fait partie des joueurs olympiques et où il a été notamment exceptionnel durant ces JO. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Même le Mazraoui, tu veux lui faire plaisir en le mettant à droite, il n'y a pas de souci. Mais du coup, tu te prives d'un Hakimi. Hakimi à gauche, ce n'est pas possible. C'est impossible, les amis. Tu ne peux pas mettre Hakimi à gauche. C'est impossible. Tu peux me dire tous les trucs que tu veux. Hakimi à gauche, ce n'est pas possible. Ça fait des années qu'il est bon à droite. C'est à droite où il a tout explosé. Quand il était jeune, et voilà, pour rendre service, il a déjà joué à gauche et tout, même sous l'ère Hervé Renard, si je ne dis pas de bêtises. Mais il ne peut pas jouer à gauche maintenant. Ça y est, à gauche, il n'existe pas. Hakimi est un joueur lambda, voire un joueur banal, voire un joueur de piètre qualité à gauche. Donc ça aussi,
Tu vois. Il a tenté, peut-être qu'il a tenté et il s'en est rendu compte. Mazraoui a fait un gros match à droite, hein, ça on n'avait pas de doute. Mais du coup, tu te prives d'un Hakimi qui peut apporter quelque chose de plus sur le côté droit. Mais bref. Donc voilà, moi, elle est là la réalité, les gars. C'est que pour moi, on a toujours là, tu vois, on a fait 2 matchs. J'ai pas envie de dire dans le vent parce que Regragui a testé quelques petits trucs. Mais au final, tu n'as toujours pas de réponse. Au final, tu es toujours dans les mêmes problèmes. Quand on est l'équipe qui a le ballon, quand on est l'équipe qui a la balle, bah, il ne se passe pas forcément grand-chose, quoi. Voilà. Donc pourquoi? Voilà. Ça, elle est là la question, les gars. Pourquoi? Moi, j'aimerais bien avoir des réponses. Pourquoi? Pourquoi il ne se passe rien? Les gars, pour conclure cette vidéo, je veux quand même donner mes tops, mes flops, parce qu'il y en a eu quand même. Évidemment, il y a eu des bonnes prestations et on va commencer avec les tops. J'ai évoqué Mazraoui, j'ai envie de dire Mazraoui top parce que ça fait plaisir aussi de voir Mazraoui bon en sélection. Je ne dis pas qu'il ne l'a jamais été, mais c'est vrai qu'on l'a toujours connu, on va dire en forme en club, et en sélection, ça a toujours été un peu plus compliqué pour lui. Soit il est arrivé blessé, soit c'est vrai qu'en jouant sur le côté gauche, c'est compliqué pour lui, mais je pense qu'il ne peut pas jouer ailleurs que arrière gauche en sélection. En tout cas, tant que Hakimi, évidemment, peut jouer. Hein, tant que Hakimi n'est pas blessé ou suspendu. Voilà, Mazraoui, c'est le latéral gauche, les amis. Voilà. Pour moi, il ne peut pas jouer à gauche. Enfin, ailleurs qu'à gauche, c'est impossible. Mais à souligner évidemment sa très bonne prestation contre le Gabon sur ce côté droit de la défense du Maroc. Il a été vraiment exceptionnel. Ça a été pour moi, franchement, de mémoire, le meilleur joueur, en tout cas le joueur irréprochable du match face au Gabon. On va parler aussi d'un autre latéral qui est la relève, les gars, Adam Aznou, qui a été exceptionnel aussi. Les gars, évidemment, en tout cas, voilà, si on a quelques reproches à lui faire, c'est plutôt sur le côté défensif. C'est vrai que le côté défensif, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que le côté défensif, bon, il a encore des choses à apprendre. On a senti un peu de jeunesse, parfois, avec une passe en retrait qui était un peu juste pour Aguerd, mais Aguerd avait géré. Quand on voit à un moment donné, il se fait un peu dépasser facilement dans le dos. Voilà, ça, c'est avec l'expérience, ça va arriver. Donc, c'est de la jeunesse, mais on sent que il fait partie de la nouvelle génération des latéraux qui sont l'attaquant supplémentaire, qui sont la solution supplémentaire lors des attaques. Ce qu'il fait à un moment donné quand il rentre là, dans la surface de réparation, il fait un petit crochet, après il veut tirer pied droit. Bon, pour moi, il y a du Marcelo. Ah, vous allez me dire ce que vous voulez, ouais, je suis marocain, c'est pour ça que je dis ça. Mais les gars, il y a du Marcelo, il y a un truc. Tu le sens que le gamin, il est pas comme les autres. Là, tu commences à te dire, ok, je comprends pourquoi Alphonso Davies, pourquoi pas mal de joueurs du côté du Bayern commencent à dire que c'est la relève. Ça y est, je commence à comprendre. Ça y est, je commence à comprendre. Bah là, c'est pareil, voilà. Pour moi, c'est aussi un joueur à suivre par la suite et c'est encourageant et je pense que voilà, ça sera un bon suppléant. Pourquoi pas, ou une autre solution par rapport à l'adversaire aussi du jour. Pour moi, Adam Aznou, voilà, il a évidemment sa place dans cette équipe. Donc franchement, très très bonne première sélection et c'est super encourageant. Je parlais de Aznou et je parlerai aussi de Targaline, les gars, parce que Targaline, pour moi, il continue à surfer sur ces Jeux Olympiques exceptionnels, puisque Targaline, voilà, bon, Aznou a été désigné homme du match évidemment face au Lesotho. Mais Targaline, les gars, exceptionnel, rien à lui dire. Lui, tu vois, j'ai aucun reproche. Aznou, je critiquais peut-être, on va dire, ses capacités défensives. Mais Targaline, exceptionnel. Je crois qu'il n'a pas perdu un ballon. Le mec, quel volume de jeu, il est partout. Il s'aligne aux défenseurs pour demander les ballons. Après, tu le retrouves devant. Après, il est au milieu de terrain pour apporter l'équilibre. Il a une maturité dans son jeu exceptionnelle. Si on s'inquiétait du remplaçant d'Amrabat, mais les gars, calmez-vous. Il peut même jouer avec Amrabat. Je pense qu'il peut soulager un Amrabat de temps en temps. Si Amrabat n'est pas forcément en forme ou quoi, tu peux aligner un Targaline qui peut peut-être être un peu plus haut qu'Amrabat, mais Targaline, il fera les efforts. Il a ce volume de jeu, il bouffe sur le terrain. Il bouffe le terrain. Et balle au pied, dans les passes. Ça pue le foot. Tu le sens comment il tape dans le bas. Ça pue le foot. Moi, Targaline, voilà, ça a été un de mes coups de cœur avec Richardson, évidemment, lors de ces JO. Et les gars, là, c'est la continuité.
Targaline, voilà, j'espère qu'il va vraiment faire une très très grosse saison du côté du Havre et pourquoi pas l'année prochaine, voilà, viser un peu plus haut, là qui continue à grandir tranquillement du côté du Havre et pourquoi pas voilà, une expérience à l'étranger ou un plus gros club en Ligue 1 à voir, mais en tout cas, Targaline les gars, c'est quelque chose. Donc voilà, je voulais évidemment le dire dans mes tops et un dernier top les gars, évidemment Brahim, je suis obligé de citer Brahim parce qu'il a ouvert son compteur durant ce rassemblement et les gars, c'est là où on voit la différence, on va dire, entre des bons joueurs et des grands joueurs. Des joueurs, pour moi, des joueurs de classe mondiale. Parce qu'on pourra me dire ce qu'on veut, Brahim est un joueur de classe mondiale. Quand tu joues au Real Madrid, même si ce n'est pas un titulaire indiscutable, on est d'accord. Mais quand tu joues au Real Madrid et que tu fais la différence et que tu fais gagner ton équipe au Real Madrid lors de tes rentrées, lors de ton peu de temps de jeu, pour moi, tu es un joueur de classe mondiale. Pour moi, tu pourras me dire ce que tu veux, tu es un joueur de classe mondiale. Il a fait qualifier le Real Madrid l'année dernière en huitième de finale face à Leipzig, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est lui qui fait la différence. Il arrive à faire la différence. Le mec, tu sens que balle au pied, il est trop au-dessus des autres. Et pendant 2 secondes, tu le regardes, tu dis, mais franchement, je n'en aurais pas voulu qu'il ait choisi l'Espagne. Parce que comment il... Tu te dis, mais le mec, en fait, tu peux pas le suivre, en fait. Il est tellement fort, tu vois, tu peux pas le suivre. C'est compliqué, en fait, de le suivre. Parce que quand il bouge avec le ballon, tu sens que c'est trop au-dessus. Tu le sens, tu le vois. C'est trop au-dessus, en fait. Et tu peux être un très bon joueur, comme, je sais pas, un Hakim Ziyech, comme, voilà, les joueurs offensifs qu'on a actuellement et tout, qui sont des très bons joueurs, des Abdé, tout ça. Mais malheureusement, c'est trop au-dessus. Je te jure, c'est trop au-dessus, Brahim. Je te jure, c'est trop au-dessus. Donc des fois, tu te dis, ah mais Brahim, dans le jeu, des fois c'est un peu compliqué. Parce que peut-être qu'il n'y a pas des joueurs qui sont capables de le suivre. Alors moi, j'essaie peut-être, hein, voilà, moi je pose la question, tu vois. Mais quand tu vois ce but quand même qui te met contre le Lesotho, tu peux me dire ce que tu veux. Mais ce double, triple crochet où après il finit l'action, voilà, il ne fait pas le crochet de trop. Tu vois. Contrairement à un Romash qui va faire 10 000 crochets pour ne pas tirer et après râler contre l'arbitre ou embrouiller un joueur du Lesotho qui miskin le lendemain, il doit taffer dans son garage. Voilà, tu vois, il y a une différence. Il y a une différence qui est claire et nette. Tu vois. Mais voilà, non, Brahim, j'étais obligé de le citer. Donc avec ces 2 matchs de but, voilà. Ça me fait plaisir pour Brahim, ça va lui donner encore plus de confiance en sélection. Bon les gars, on va parler des flops maintenant. Évidemment, je pense que vous attendez ça. On va parler des flops. Ouais, même s'il a joué que 15-20 minutes, je suis obligé d'en parler. Mais En-Nesyri, les gars, voilà. On en parle rapidement. Youssef En-Nesyri, les gars, il faut arrêter. On a compris. Je pense que j'ai tout dit dans ma dernière vidéo. Ce qu'il a réussi à faire en l'espace de 15-20 minutes, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Se trouver sur une trajectoire d'un coup franc de ton équipe, ne pas réussir à faire une passe en une touche de balle en mouvement, ne pas réussir à faire un contrôle orienté alors que tu es tout seul, tu rates le ballon, il n'y a personne autour de toi, et tu arrives à faire une passe D qui... Tu ne sais pas s'il fait exprès, le mec. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez dire que je suis un forceur avec En-Nesyri, je ne sais pas s'il fait exprès. Tu le sens, il fait ça, il bloque et il ne sait pas. C'est pas il fait ça et il s'écarte. Tu vois. Moi, j'ai déjà vu des remises de balles comme ça. Tac, tu t'écartes. Là, il fait ça, genre, il subit la balle. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est même pas naturel, sa remise. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est même pas naturel. Mais bref, voilà, j'ai pas envie d'en dire plus. Pour moi, En-Nesyri ne doit plus être rappelé. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, il peut mettre 40 buts à Fenerbahçe, j'en ai rien à foutre. Il doit plus être rappelé. Tentez El Ouazzani, qui joue à Braga, qui plante, qui a un profil un peu similaire, pivot. Tentez-le, autant qu'on tente d'autres attaquants, c'est bon. En-Nesyri, merci pour tout ce que tu as apporté. Tu as été exceptionnel lors des différentes Coupes du Monde, 2018-2022. Merci, même de toutes tes participations à la CAN, merci pour tout. Mais à un moment donné, les gars, je parle de maintenant. Je ne vais pas parler pendant 10 ans de ces têtes en 2022. Merci pour tout. Mais à un moment donné, khlas, ça y est, ça fait. Maintenant, mets-toi sur le côté, la bande d'arrêt d'urgence, ça fait plaisir. Mais voilà.
Du coup, après un autre flop, les gars, je vais parler de Amin Adli. Alors, Amin Adli, c'est vrai que déjà, lors de la CAN, la dernière Coupe d'Afrique, je voulais pas l'évoquer parce que, voilà, on connaissait évidemment ce qui se passait malheureusement pour lui, pour sa mère qui est décédée à Rahma. Euh, voilà, c'est évidemment, ça peut être très compliqué, les joueurs sont humains, ça peut être très compliqué d'aborder une compétition, même si, voilà, hein, il avait donné son feu vert à Regragui et il avait dit que voilà, malgré ça, il voulait quand même jouer la compétition et qu'il était prêt. Donc on l'avait senti un peu en dessous dans cette compétition, mais on avait mis ça là-dessus. Après, avec Leverkusen, ce qui s'est passé, bah, ça a été exceptionnel pour lui, puisque les gars, voilà, il fait une saison exceptionnelle avec le Leverkusen qui gagne tout, sauf l'Europa League malheureusement. Et, euh, et voilà, il fait partie. Bon, on va dire que ça peut être un super sub parce que il est plus remplaçant que titulaire. Mais quand il est titulaire ou remplaçant, il stat. Il marque, il fait des passes D. Voilà, il a des stats qui parlent pour lui. Mais en sélection, c'est plus compliqué. En sélection, lorsqu'on lui donne sa chance, même ça n'a pas été à nombreuses. Voilà, ça n'a pas été à répétition. Hein, on ne lui a pas donné 10 000 chances non plus. Mais le peu de fois où il a joué, le peu de fois où il a eu quelques chances, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon, les gars. Donc Amin Adli, pour moi, et je l'avais dit déjà quand la liste était tombée, même l'avant-match contre le Lesotho, quand moi je l'avais mis titulaire de base, j'ai dit c'est sa dernière chance. C'est sa dernière chance. Il faut qu'il la saisisse, peu importe. Il faut qu'il la saisisse. Et pour moi, il n'a rien montré en fait. Et quand tu vois tous les joueurs qui sont en attente, des Sahraouis, voilà, je sais qu'il y en a qui parlent de Bouffal, qui est revenu en Europe, en Belgique. S'il est en forme, il peut revenir à tout moment. À Bourlel, Soufiane Diop. T'en as beaucoup à qui tu peux donner une petite chance en sélection et qui peuvent gratter une place pour la CAN. Donc il faut faire attention. Amin Adli, Amin, c'est compliqué pour toi. Fais attention, ça peut être compliqué. Abdé, là, en plus, il est en pleine confiance. Donc maintenant, on va dire que c'est lui le remplaçant de Ben Seguir, hein, concrètement. Voire, il peut prendre la place de Ben Seguir. Ça va jouer entre les deux. Mais là, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué pour Amin Adli. Donc voilà, je le mets en flop parce qu'évidemment, il n'a pas été bon et il n'a pas apporté grand-chose. Après, en flop, les gars, pour donner un troisième flop, les gens vont dire ah, c'est facile, mais j'ai envie de dire Regragui parce que, comme j'ai dit un peu auparavant, avant de donner les tops et les flops, c'est que Walid Regragui, les gars, pour moi, il est fautif sur les deux rencontres, encore une fois, parce que il n'a pas eu la bonne tactique sur les deux matchs. C'est-à-dire qu'il aurait dû plus inverser, c'est ce qui avait été dit en live d'ailleurs, et je suis complètement d'accord avec ça, il aurait dû inverser le côté foot total contre le Lesotho et le côté peut-être un peu plus défensif, mais on va dire, voilà, pas défensif où on met le bloc, hein, mais le côté plus défensif dans la récupération, même après, pourquoi pas être un peu plus dans la projection dans ce match contre le Gabon, parce qu'au final, tu te fais piéger à chaque action, c'était hyper dangereux. C'était hyper dangereux. Contre le Gabon, tu avais l'impression que vraiment le Gabon, c'était le Brésil. Ils jouaient en jaune, c'était le Brésil. C'est-à-dire, il y avait une action, tu te dis, ouais, on va se prendre un but. Oh, on va se prendre un but. Oh, il va se passer un truc. C'est pas normal. Alors qu'à la base, c'était notre point fort, le côté défensif. Alors oui, je sais, on s'est tous plaints, moi le premier, comme quoi on avait un jeu où justement on ne jouait pas. On avait un jeu où, entre guillemets, vulgairement parlant, on mettait le bus et on se projetait derrière. Et nous, on réclamait qu'on jouait un peu plus le ballon, surtout avec les joueurs qu'on a, avec les qualités qu'on a. Donc en fait, c'est ça qui est compliqué à gérer, pour mettre évidemment sur le compte de Regragui. Ce qui a été compliqué à gérer, et ce qui est compliqué à gérer en ce moment, c'est un peu la transition. C'est que là, maintenant, il faut qu'on soit une équipe qui joue au ballon, qu'il soit une équipe qui soit belle à voir jouer. Et ça, pour le moment, c'est encore compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que est-ce que Regragui a du mal à transmettre ce truc-là? Est-ce qu'il a les capacités à le faire aussi? Moi, je pose des questions, les gars. Moi, je n'ai pas forcément les réponses par rapport à ça, mais je soulève quelques lièvres, si j'ose dire. Et aussi, un autre truc par rapport à Regragui, dans ce deuxième match, pour moi, il a fait trop de changements. Il a fait trop de changements dans le sens où il y a des joueurs, tu sais très bien qu'ils ne vont jamais rejouer ensemble. Tu vois, je ne vois pas un Damasno, Amin Adli être à nouveau aligné sur le côté gauche lors de grosses rencontres lors de la CAN. Moi, je ne vois pas forcément
même ce milieu de terrain qui pour moi, je sais pas, manquait de sens. Richarlison, Targali, Nounahi, pour moi, il manquait quelque chose, quoi. Tu vois, encore, tu mettrais un Bilal El Khannous, voilà, le milieu de terrain des Jeux Olympiques, ok. Mais j'ai pas compris pourquoi Ounahi était mis dans ce milieu de terrain-là. J'ai pas compris non plus. Donc, tu vois, il y a des trucs, tu te dis, il a tenté des trucs, ou alors il a voulu donner des minutes, en fait. Peut-être qu'il a voulu juste donner des minutes à des joueurs. Alors, c'est bien, tu donnes des minutes, mais tu peux les faire rentrer dans un match. Tu donnes des minutes comme ça, alors que pour moi, c'est des minutes, au final, qui ne vont pas aboutir à quelque chose. C'est des minutes pour donner des minutes. Et dire, ouais, mais moi, hey, j'ai testé des mecs, vous m'avez dit, les gars, que je teste jamais, maintenant je teste. Mais c'est pas ça, tester. Tester, c'est mettre une tactique en place, soit un nouveau dispositif, ou alors si tu gardes le même dispositif, tu touches un ou deux joueurs pour déjà garder les automatismes, et après, si tu veux faire des changements, tu les fais à la mi-temps. T'en fais un ou deux, tu vois, mais pas tout d'un coup, où tu fais 8 changements avec des joueurs qui ne joueront jamais ensemble à nouveau. Alors tu peux changer le gardien, il n'y a pas de souci. Mais derrière, tu changes un défenseur central, tu changes à nouveau le latéral, tu changes le milieu de terrain, tu changes évidemment le trio d'attaque qui ne rejouera jamais ensemble. Adli, El Kaabi, Akhomash. Les gars, ce trio-là ne sera jamais aligné à nouveau. Donc du coup, c'est là où je me dis, il y a peut-être trop de changements d'un coup. Il y a peut-être trop de changements d'un coup. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets dans les flops Regragui par rapport à ses choix. Ça a été un peu compliqué pour lui. Mais voilà, il a tenté des choses. Ça, on pourra pas lui reprocher. Mais voilà. Les gars, moi, je voulais conclure aussi. Voilà, faire une petite conclusion, les gars. Je sais que la vidéo est longue, je suis désolé, frérot. Moi, ce que j'attends pour le prochain rassemblement, on va affronter 2 fois l'équipe de Centrafrique, du coup. En plus, on aura un déplacement, les gars, du côté de la Centrafrique. Là, ça va être un autre délire. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, hein, non, c'est un déplacement normalement. Là, on va connaître aussi un premier déplacement en Afrique. Alors, même si c'est pas l'objectif, parce qu'on va jouer la CAN à domicile, mais ça va être intéressant de voir ce premier déplacement. Et moi, ce que je veux, c'est que déjà qu'il y ait des nouveaux joueurs qui soient appelés. Voilà, moi, je pense à un Sahraoui. Les gars, il va falloir qu'il soit appelé. El Ouazani, il faut qu'il soit appelé. Il y a même Driwesh aussi, je ne l'ai pas cité, mais du côté du PSV Eindhoven. Enfin, PSV Eindhoven, ou je ne sais plus, aux Pays-Bas. J'ai PSV Eindhoven, je voulais dire Pays-Bas. Mais pareil, c'est des joueurs qui montrent des choses intéressantes dans leur club respectif. Donc du coup, voilà, peut-être qu'il y a des choses encore à tenter. Essayer de trouver un nouveau défenseur central aussi. Parce qu'Abdelhamid, moi, voilà, avec tout le respect que j'ai, on ne va pas partir à la CAN avec des joueurs de 36-37 piges qui sont en pré-retraite déjà. Dans ce cas-là, appelle Romain Saïs, c'est mieux. Parce que Romain Saïs n'a pas de club là en ce moment et que c'est compliqué. Sinon, c'est Romain Saïs qui devait jouer, les gars. Il faut être conscient de ça aussi. Parce que là, on n'a pas de Chadi Riyad. On oublie Chadi Riyad. Jouer avec Dari, moi je ne vois pas. Et Abkar, pour le dispositif qu'on met, ça peut être compliqué pour lui. Parce que ce n'est pas un joueur très rapide. Et donc du coup, vu qu'on joue en bloc haut, bah, c'est compliqué pour lui de combler les espaces derrière, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, il va falloir tenter des nouveaux joueurs, il va falloir tenter des nouvelles choses, les gars. Et ça passe par, tester encore d'autres joueurs. Il va falloir qu'on teste d'autres joueurs, mais surtout, les gars, le plus important, c'est qu'on trouve enfin un dispositif et surtout une tactique qui permet de mettre un maximum de joueurs de cette liste dans de meilleures dispositions. Il ne faut pas penser qu'à 1 ou 2 joueurs. Et c'est, pour moi, de ce que je vois, c'est ce que fait un peu Regragui. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Donc voilà, les amis, pour ce bilan, évidemment, concernant le rassemblement des Lions de l'Atlas, merci d'avance de liker un maximum la vidéo et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Les gars, comme d'habitude, on se retrouve très très vite. Merci pour tout. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et Dima Maghrib!